allons voir la sémiologie du traumatisé crânien. Alors, les différents chapitres que nous allons voir. Alors, premièrement, la sémiologie, la classification des traumatisés crâniens. Deuxièmement, la définition du traumatisé crânien grave. Troisièmement, l'analyse, nous allons apprendre à analyser le mécanisme. Nous allons apprendre aussi à réaliser un examen neurologique exhaustif. Nous allons nous intéresser aux agressions cérébrales secondaires d'origine systémique, étant donné que c'est la première cause d'aggravation chez le traumatisé crânien. Nous allons aussi aborder la sémiologie des différentes lésions intracrâniennes et extracrâniennes, que ce soit à l'imagerie ou bien à l'imagerie. Donc, je commencerai par un message. Alors, une mydriase est liée à un engagement cérébral, donc arrêt imminent du cerveau, et doit être traitée en préhospitalier, en hospitalier comme tel, en attendant la réalisation d'une TDM en urgence. Ça veut dire que d'emblée, quand on prend en charge un traumatisé crânien, il faut examiner les pupilles. Et si on trouve qu'il y a soit que les pupilles sont très dilatées, et soit qu'elles sont très dilatées, soit qu'il y a une dimension différente de la taille de la pupille d'un côté par rapport à un autre, on dit que là, il y a une hypertension intracrânienne qui est tellement importante qu'elle a fait qu'elle a poussé le cerveau, soit vers la faute du cerveau par exemple, et donc elle a créé un engagement, et donc l'hypertension intracrânienne à ce stade-là égale ischémie cérébrale, et c'est pour cela que nous devons perfuser au malade un soluté hyperosmolaire afin d'entraîner une déshydratation cérébrale en attendant, juste c'est une solution d'attente, en attendant de réaliser un scanner cérébral pour savoir s'il n'y a pas une indication opératoire. Donc ça, c'était un premier message. Alors, il faut savoir que le traumatisme crânien est la première cause de mortalité et de morbidité dans le monde pour les personnes de moins de 45 ans, qu'il y a 1,4 million de personnes qui auraient subi un traumatisme crânien au Royaume-Uni. On estime que 5,3 millions d'Américains vivent avec un handicap résultant du traumatisme crânien. Les traumatismes crâniens légers, eux aussi, entraînent un coût important pour toutes les sociétés. Et donc, sans plus attendre, nous allons définir ce que c'est un traumatisé crânien. Eh bien, un traumatisé crânien, c'est un sujet qui va présenter un trouble de l'état de conscience qui va être soit primaire, c'est-à-dire dès après l'accident tout de suite, ou bien il va apparaître secondairement ou retardé. Ce trouble de l'état de conscience va signer une souffrance encéphalique qui peut être diffuse ou localisée. Et là, quand même, j'insiste sur ce mot qui est l'apparition secondaire, et donc ce qui justifie la mise en observation de ces malades euh, avant de dire vraiment que le patient n'a rien. Et la grande complication d'un traumatisé qui peut survenir chez un traumatisé crânien, c'est l'hypertension intracrânienne. Pourquoi l'hypertension intracrânienne? Parce que la boîte crânienne est une boîte qui est inextensible, qui est constituée d'un volume cérébral qui occupe la majeure partie, du LCR et des vaisseaux. Et donc, à un moment donné, quand il y a une petite augmentation, parce qu'il y a un petit hématome, donc il y a une toute petite augmentation de l'hypertension intracrânienne. Mais si l'hématome devient important, à ce moment-là, l'hypertension intracrânienne, elle va être de plus en plus importante. Ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le cerveau a atteint les capacités de compliance, c'est-à-dire il y a une augmentation de volume, il n'y a pas une augmentation de pression, mais à un moment donné, une toute petite augmentation de volume se rajouter au volume initial va entraîner une augmentation importante de la pression intracrânienne, et là on est dans une hypertension intracrânienne, à savoir que que la perfusion cérébrale, pour qu'elle ait lieu, que la perfusion cérébrale est égale à la pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne. Donc, pour que notre cerveau soit perfusé, il faut qu'on ait une pression artérielle qui est correcte et bien sûr une PIC qui est basse. Si la pression artérielle, elle baisse, la pression de perfusion aussi. Et s'il y a une hypertension intracrânienne, la pression de perfusion aussi, elle va baisser, ce qui va entraîner une ischémie cérébrale, donc décès du cerveau.
et décès du cerveau et décès du patient. Et donc, en finalité, la boîte crânienne, elle est peu compliante et c'est ce qui la caractérise par rapport aux autres parties de notre organisme. Et donc, c'est ce qui fait que nous devons être très vigilants sur la sémiologie de l'hypertension intracrânienne. C'est ainsi que quand il y a un traumatisme, il y a une lésion initiale. Cette lésion initiale peut être à l'origine d'une augmentation de la pression intracrânienne. Cette augmentation de la pression intracrânienne va entraîner une diminution de la perfusion cérébrale, du débit sanguin cérébral. Et comme pratiquement dans tous les cas, après un traumatisme, il y a un œdème cérébral, donc cet œdème cérébral va encore se surajouter, aggraver, élever la pression intracrânienne, entraîner une diminution de la perfusion cérébrale et donc entraîner une ischémie secondaire et une aggravation, voire le décès du patient. Les traumatismes crâniens sont classés en traumatismes crâniens mineurs et en traumatisme crânien grave. Les traumatismes crâniens mineurs se divisent en traumatisme crânien léger et traumatisme crânien modéré. Le traumatisme crânien léger, c'est quand le patient va avoir une perte de connaissance qui va durer de 0 à 30 minutes. Quand on réalisera le scanner, on ne va pas trouver de lésion, mais au départ, on peut ne pas en trouver, mais peut-être par la suite, on peut en trouver. Il a un score de Glasgow qui est compris entre 13 à 15 et il a une amnésie post-traumatique qui peut durer de 1 heure à 24 heures. Le traumatisme crânien modéré, il a une perte de connaissance qui dure plus de 60 minutes. Les lésions au scanner, elles sont fréquentes. Il a un score de Glasgow de 9 à 12 et il peut avoir une amnésie post-traumatique qui est supérieure à 24 heures. Un certain nombre de sociétés savantes, dont la Société américaine de traumatologie du traumatisme crânien, avait dit que pour ne pas avoir qu'il y ait confusion léger et modéré, donc on définit cette notion de traumatisme crânien mineur pour qu'il bénéficie d'une attention particulière et d'une prise en charge adéquate. Et donc, c'est ainsi que le traumatisme crânien mineur, c'est une perte de connaissance, une amnésie post-traumatique et un score de Glasgow de 14 à 15 au moment de l'admission. Ces patients peuvent avoir des lésions intracérébrales dans 8 à 10% des cas et le recours à une indication neurochirurgicale dans 1% des cas et le risque de décès qui est estimé à 0,1% des cas, c'est énorme. Et donc, ces patients-là, c'est des patients qui, à l'admission, vont vous parler, ils vont être conscients, peut-être même coopérants, et après, ils vont rapidement, ils vont dégrader leur score neurologique et puis risquent même de décès. Donc, c'est ainsi qu'on dit patient who talk and deteriorate into coma, patient parle et décède, talk and die. Et donc, l'incidence de cette aggravation est très variable, entre 1 et 30% selon les études. Et la cause principale de cette aggravation est une lésion hémorragique qui va exercer un effet de masse. Au départ, il parle parce que le saignement est tout petit. Il n'entraîne pas des signes neurologiques, parce qu'il est vraiment très petit. C'est ce qu'on appelle l'intervalle libre qui est rencontré dans l'extradural, comme nous allons le voir. Mais plus le saignement va être important et plus la compliance cérébrale va diminuer et plus l'hypertension intracrânienne va apparaître. Et donc, c'est ce qui fera une aggravation neurologique. Et c'est pour cela que ces patients-là doivent être surveillés les premières 48 heures et à l'hôpital. Et on doit faire le scanner et le refaire à chaque fois qu'il y a une modification neurologique. Donc, c'est pour ces traumatismes-là que les indications cérébrales sont devenues très larges. Donc, devant un déficit neurologique focalisé, on le fait, on pratique un scanner. S'il y a une amnésie d'effet de plus de 30 minutes avant le traumatisme, amnésie rétrograde, donc on fait un scanner. S'il a un score de Glasgow qui est inférieur à 15, scanner. S'il y a une perte de conscience ou une amnésie d'effet associée à un mécanisme qui est violent, on fait un scanner. S'il a un âge de plus de 65 ans, scanner. S'il y a une suspicion de fracture du crâne, donc on doit le faire aussi. Tout signe de fracture de la base du crâne
comme un hémotympan, une ecchymose périorbitaire bilatérale, une autorrhée ou une rhinorrhée qui est vraiment l'écoulement du liquide cérébrospinal, hein. S'il présente plus d'un épisode de vomissement ou de céphalée intense, s'il a convulsé et si c'est un patient qui au départ était sous anticoagulant type anti-agrégant ou anti-AVK. Pourquoi? Parce que même si dans ces cas-là le traumatisme il est mineur, il faut savoir que les anticoagulants vont entraîner une aggravation vraiment très très importante du saignement qui est à l'origine d'une hypertension et d'un risque de décès du patient. Donc quand on le prend en charge, il faut vraiment être très attentif à l'analyse du mécanisme. Le mécanisme qui peut entraîner soit des traumatismes par contact direct, soit des lésions par contact indirect. Contact direct, c'est le coup, hein, directement qui peut être à l'origine d'une plaie du scalp, d'une fracture des embarrures, des contusions et des hématomes. Et le coup indirect, c'est les mécanismes d'accélération et de décélération. En effet, quand l'organisme et toutes les parties de l'organisme, donc y compris le cerveau, est en mouvement, est en accélération, et il va faire la chute, donc il y a une accélération importante et s'il y a un arrêt brusque de ce corps, donc ça va entraîner c'est-à-dire on aura une énergie cinétique qui va être très importante étant donné que l'énergie cinétique c'est 1,5 fois la masse multipliée par la vitesse au carré. Donc plus la vitesse elle va être importante, plus l'énergie cinétique va être très très importante et donc quand il y a arrêt brutal, donc ça va entraîner des lésions, des ruptures vasculaires et pas mal de lésions axonales qui vont survenir. Donc il est très important d'analyser l'accident, le mécanisme, les conditions de ramassage, l'accidenté, l'âge, les antécédents, les tares associées, la prise de médicaments, la notion, les médicaments, les antiépileptiques notamment, et surtout les anticoagulants. Il faut aussi connaître si le malade n'était pas en état d'ivresse ou sous l'effet de produits toxiques, hein. Il faut vraiment réaliser un bon examen neurologique, hein, et vraiment le score qui est adapté pour le traumatisé crânien, c'est vraiment le score de Glasgow que nous allons voir. Il ne faut pas se contenter que de l'examen neurologique, mais il faut aussi examiner le thorax, prendre la pression artérielle, examiner l'abdomen. Pourquoi? Parce que le traumatisme crânien, il est souvent associé à d'autres lésions, hein. Il survient dans le cadre d'un polytraumatisme, donc il y a toujours des lésions associées, donc il ne faut pas passer à côté. Et c'est ainsi qu'un traumatisme crânien, suite à un accident de la voie publique, à une chute, il va prendre le couloir du polytrauma jusqu'à la réalisation du bilan radiologique exhaustif. Et dans pratiquement, on va dire 90% des cas, il n'est pas isolé, il est toujours associé à d'autres lésions qu'il faudra rechercher. Alors, le traumatisme crânien grave, c'est un patient qui va avoir un score de Glasgow qui est inférieur ou égal à 8. Le score du meilleur côté est pris comme référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le patient il a un déficit droit, eh ben, on va prendre le score du côté gauche parce qu'on risque de surestimer le score de Glasgow. S'il y a un traumatisme oculaire et on n'arrive pas à évaluer la réponse oculaire, donc on peut toujours se contenter de la composante motrice et on définit le traumatisme crânien comme un sujet qui va avoir un score moteur ou une réponse motrice qui est inférieure ou égale à 5. Le score de Glasgow, comme je vous ai dit, qui est vraiment le score le plus utilisé et qui doit être utilisé face à un traumatisme crânien. Alors ce score, il comprend 3 items: l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. L'ouverture des yeux, si elle est spontanée, alors on dit qu'elle passe à un score de 4. Si on lui demande d'ouvrir les yeux, ouvrez les yeux, il les ouvre, c'est à l'appel, donc c'est 3. Si il répond après une simulation douloureuse, c'est à 2. Et s'il ne répond pas du tout, il est à 1. Maintenant, pour la réponse verbale, si quand on lui pose la question quel est son nom,
est-ce qu'on est le matin ou l'après-midi, il va se situer dans le temps et dans l'espace. C'est une réponse qui est orientée. S'il commence à donner des réponses, c'est-à-dire il ne sait pas si on est le matin ou le soir, l'endroit où il est. Donc on va dire que c'est une réponse qui est confuse. Si sa réponse, elle va être limitée à seulement des mots, hein, donc elle est incohérente. Si on n'arrive pas à comprendre tout ce qu'il dit, elle est incompréhensible. Et s'il n'y a aucune réponse, ça veut dire qu'il est à 1. Maintenant, la réponse motrice. Si on lui demande de nous serrer la main et il exécute, il est à 6. Si quand on réalise la stimulation douloureuse, il va essayer de nous enlever la main qui est en train de le stimuler, hein, d'exercer cette stimulation douloureuse, on dit qu'elle est adaptée. Maintenant, si notre patient, il essaye juste de localiser la douleur, c'est-à-dire il oriente sa main vers l'endroit où il a mal, c'est le retrait. S'il répond par une flexion des membres supérieurs et une hyperextension des membres inférieurs, on dit qu'il est en flexion, il est score à 3. S'il y a un enroulement des membres supérieurs, on dit que c'est une réponse en extension, qu'il est à 2. Et bien sûr, s'il n'y a pas de réponse, il est à 1. Donc le score de Glasgow qui doit être toujours interprété en fonction de la pression artérielle et de la saturation. La pression artérielle, pourquoi? Parce que quand il y a une hypotension, il y a forcément un défaut d'oxygénation du cerveau et donc un score qui va être bas quand le sujet est hypoxique aussi. Hein. Donc le score de Glasgow va être bas, donc il est toujours important, quel que soit X, de rapporter le score de Glasgow en fonction des paramètres physiologiques qui sont la pression artérielle et la saturation. Associé au score de Glasgow, qui est obligatoire, qui doit être réalisé à plusieurs reprises, c'est-à-dire il fait partie de la surveillance basique de tout traumatisé crânien, toutes les heures, il doit être réalisé toutes les heures, et en effet, toute aggravation du score neurologique ou modification du score neurologique va nécessiter la réalisation d'un scanner cérébral. Associé au score de Glasgow, nous devons examiner les pupilles, alors leur taille, quelle est la taille de la pupille, hein? Est-ce qu'elle est dilatée, est-ce qu'elle est rétrécie en myosis. Deuxièmement, est-ce que la taille de la pupille, elle est pareille et elle est symétrique du côté droit et du côté gauche. Si il y a une pupille qui est plus dilatée que l'autre, on va dire qu'il y a une anisocorie et on va qualifier l'anisocorie du côté de celle-ci. C'est-à-dire si elle est dilatée à droite, nous allons dire une anisocorie du côté droit. Nous allons aussi voir si elles sont réactives, hein, et nous allons exercer une source lumineuse et si la pupille, il y a une modification et si elle rétrécit, on dira qu'elle est réactive. Et si elle ne l'est pas, donc on dira qu'elle est aréactive. Donc les pupilles peuvent avoir la même taille et être réactives, pupilles isochores réactives, elles peuvent avoir la même taille et être aréactives, pupilles isochores aréactives. On peut avoir une asymétrie anisocorie dilatée à droite, réactive ou pas, et on peut avoir des pupilles qui sont dilatées d'une façon symétrique et bilatérale, c'est la mydriase bilatérale. On doit aussi s'intéresser au réflexe cornéen et à l'oculocardiaque. C'est quoi le réflexe oculocardiaque? C'est que nous allons exercer pas avec beaucoup de douceur, on va dire pas brutalement, hein, une pression sur les deux globes oculaires et nous allons observer la fréquence cardiaque. Au départ, on a pris la fréquence cardiaque. Si après la compression des deux globes oculaires, on a une bradycardie, et ben on dira que c'est un réflexe oculocardiaque qui est présent. Et s'il n'y a aucune modification de la fréquence cardiaque, on dira que c'est un oculocardiaque qui est absent. Il faut aussi s'intéresser à l'examen minutieux de la tête, voir s'il n'y a pas d'autoragie, d'autorée, d'épistaxis, s'il n'y a pas des plaies, s'il n'y a pas d'échymose. Tout ça fait partie de l'examen du traumatisé crânien. Donc,
Nous allons aussi essayer de voir s'il n'y a pas un déficit neurologique qui peut être sensitif ou moteur. Nous allons voir si le malade n'est pas en train de présenter des crises convulsives. Bien sûr, notre examen clinique va également rechercher la sémiologie des signes d'hypertension intracrânienne. Les céphalées, les vomissements en sont en faveur d'une hypertension intracrânienne. Le myosis serré en tête d'épingle, les troubles de l'oculomotricité, et la décortication et la décérébration, c'est-à-dire une réponse qui est égale à 3, un score moteur à 3 ou un score moteur à, à 2, signe une hypertension intracrânienne. S'il y a une tachycardie qui est inexpliquée, ça peut aussi signer une hypertension intracrânienne. Maintenant, s'il y a une anisocorie, c'est-à-dire une pupille, une asymétrie dans la taille de la pupille ou bien des pupilles qui sont dilatées des deux côtés, si le patient commence à être bradypnéique, s'il commence à présenter le réflexe de Cushing, qui est une élévation de la pression artérielle associée à une bradypnée, à une bradycardie, pardon, et une bradypnée, à ce moment-là, tous ces signes-là signent l'arrêt imminent du cerveau. Donc, c'est un engagement. Il faut savoir que le réflexe de Cushing a été découvert en 1901 par Harvey Cushing. Donc, il est important de voir si le malade a des signes en faveur d'une hypertension intracrânienne. Si c'est le cas, c'est une urgence. Maintenant, si en plus il a des signes d'engagement, c'est clair que c'est l'extrême urgence qui signe l'arrêt bientôt du cerveau. Je vous montre ici deux exemples d'engagement, un engagement tentoriel et un engagement sous-facoriel. Regardez, il y a un hématome extradural qui est en train de comprimer et il va entraîner l'engagement du cerveau. Et ici, un autre engagement, un autre hématome qui est en train d'entraîner un hémisphère qui va partir sous la tente du cerveau. Et donc, là, bientôt, puisque l'hypertension est tellement importante, puisque le cerveau est en train de changer de place, est en train d'engager, donc il y a vraiment un pronostic vital qui est engagé. Et s'il faudra faire quelque chose, il faudra le faire dans les 30 minutes, dans l'heure qui suit l'engagement. Et c'est pour cela qu'on réalise une osmothérapie pour essayer de diminuer l'intensité de l'œdème et pour permettre au cerveau d'avoir la situation qu'il avait auparavant. Alors, la sémiologie de l'hypertension intracrânienne, le diagnostic peut être clinique, comme je vous ai dit, céphalée, vomissement, anisocorie, myosis bilatéral aréactif, mydriase bilatéral aréactif, myosis serré en tête d'épingle, trouble de l'oculomotricité, décortication, décérébration, bradypnée ou bien une apnée. On a aussi des signes d'hypertension intracrânienne au scanner cérébral. On peut essayer de connaître si le malade est en hypertension intracrânienne grave. Un cathéter qu'on va mettre en intraparenchymateux, c'est le monitorage de la pression intracrânienne. Et on peut réaliser une échographie, si vous voulez, cérébrale, qui va plutôt s'intéresser à la perfusion cérébrale au niveau de la fenêtre temporale et pour essayer de voir s'il n'y a pas des signes en faveur d'une hypertension intracrânienne. Et voyez bien que nous nous intéressons de près à cette hypertension intracrânienne parce qu'elle est vraiment la cause majeure d'aggravation chez le traumatisé crânien. Et on fait tout ça pour essayer d'anticiper et avant que n'arrive cette complication, il faut savoir que quand il y a des manifestations cliniques, que les manifestations cliniques de l'hypertension intracrânienne sont très en retard par rapport au scanner et par rapport aux données du monitorage de la pression intracrânienne. Donc, l'hypertension intracrânienne, arrêt potentiel du cerveau, donc on va réaliser une osmothérapie, c'est-à-dire on va perfuser du sérum salé hypertonique ou du mannitol pour augmenter l'osmolarité afin de diminuer l'œdème et donc l'HTIC. Et on doit réaliser
une TDM cérébrale en urgence afin d'éliminer une urgence neurochirurgicale. On doit aussi réaliser après l'examen neurologique exhaustif de la tête, nous devons réaliser aussi un examen cardio-respiratoire, voir s'il n'y a pas des signes de détresse respiratoire, tirage suspernal, respiration, ampliation, la fréquence respiratoire. On doit ausculter les deux champs pulmonaires. Nous devons prendre la pression artérielle, la fréquence cardiaque. Nous devons aussi voir l'examen cutané. Est-ce que le patient il est pâle? Est-ce qu'il y a une froideur des extrémités? Il faut savoir que la froideur des extrémités nous renseigne d'une façon assez intéressante sur la perfusion périphérique. C'est ainsi qu'on peut avoir des chiffres tensionnels qui au départ sont corrects et juste par l'examen cutané, par la froideur des extrémités, nous allons dire que le sujet est en hypoperfusion périphérique et donc il est potentiellement choqué. Nous devons aussi réaliser un examen sensitif au moteur des membres supérieurs et inférieurs à la recherche d'une lésion du rachis, surtout quand le patient est conscient. Si le patient est inconscient, à ce moment-là, nous devons vraiment faire très attention à la mobilisation du rachis et on peut réaliser un toucher rectal. Et si, quand on réalise un toucher rectal, on trouve qu'il n'y a aucune tonicité, c'est-à-dire qu'il y a une béance anale, on dira que c'est un traumatisme médulaire qui est complet, c'est-à-dire qu'il y a une section de moelle. L'examen des membres aussi, on doit voir s'il n'y a pas une déformation, une adduction, une rotation externe d'un membre. On doit aussi examiner correctement l'abdomen, voir s'il n'y a pas un point d'impact, s'il n'y a pas une défense. Donc, l'examen clinique complet du crâne et des lésions associées est très important dans ces cas-là. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand on prend en charge un traumatisé crânien, on s'intéresse d'une façon assez importante à ces paramètres physiologiques. Pourquoi? Parce que les paramètres physiologiques sont source d'aggravation. C'est ainsi qu'on les appelle les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Elles ne sont pas d'origine crânienne, mais elles sont d'origine physiologique, c'est-à-dire systémique, système, pression artérielle. Et si on laisse survenir ces événements-là, eh bien, ils vont être à l'origine d'une hypertension, d'une aggravation de l'hypertension intracrânienne et d'une ischémie cérébrale. C'est ainsi que Chestnut, en 1993, découvre que si le patient était soumis à une hypotension qui est inférieure à 11, à une hypoxie qui est inférieure, on va dire, à 92, 95, s'il est à une hypoglycémie, à une fièvre, donc les lésions initiales vont augmenter d'une façon importante, vont entraîner une hypertension intracrânienne et ces lésions-là, on les appelle les axos. Et regardez bien, un traumatisme crânien qui a une lésion initiale et il se trouve que durant la prise en charge, on n'a pas fait attention à ces agressions, à ces paramètres physiologiques qu'on doit optimiser, c'est-à-dire on doit on doit optimiser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une hypotension, on pourra transfuser, faire un petit remplissage, mettre des drogues, etc. Et donc, quand on a laissé la lésion initiale associée à une hypotension artérielle ou à une hypoxie, eh bien, regardez bien votre lésion initiale qui n'était pas à l'origine d'une hypertension intracrânienne se transforme en lésion beaucoup plus importante qui entraîne une hypertension intracrânienne et donc lésion initiale plus hypotension plus hypoxie plus hyperthermie entraîne une hypertension, entraîne une ischémie du cerveau et donc le décès du patient. Regardez bien, hein? Donc Chestnut qui a vraiment clairement prouvé que quand les paramètres vitaux sont stables, c'est-à-dire quand il n'y a pas une hypotension et une hypoxie, la mortalité elle est de 27%. Quand il y a une hypotension, une hypoxémie, on a une mortalité de 50%. Quand il y a une hypotension, la mortalité elle est à 65%. Quand il y a une hypotension associée à une hypoxémie, la mortalité elle est de 75%. Bien sûr, à l'hypotension et à l'hypoxémie, nous allons avoir d'autres agressions qui sont
l'hypolipercapnie, l'hyperglycémie. L'hypocapnie, quand on va réaliser nos gaz du sang, on va trouver qu'il y a une pression artérielle du CO2 qui est basse ou bien elle est élevée. Et il faut savoir que les gaz du sang qui font pratiquement partie intégrante de toutes les détresses vitales, y compris neurologiques. L'hypoxémie, le seuil, il est à 90. La PaO2 au gaz du sang, le seuil, il est à 60. Donc une hypotension, ça signifie une pression artérielle qui est inférieure à 11. Une hypocapnie, ça signifie une PaCO2 inférieure à 30. L'hypoglycémie, il ne faut pas que la glycémie chute en dessous de 0,8. Il ne faut pas qu'il y ait une hyperglycémie supérieure à 2 grammes. Et la température, elle est considérée comme agression cérébrale quand elle est supérieure à 38,4. La surveillance, on ne dira jamais assez sur l'intérêt de la surveillance chez le traumatisé crânien qui doit être régulière. On doit réaliser un score de Glasgow toutes les heures, examen des pupilles toutes les heures et toute aggravation égale scanner cérébral. L'état cardiovasculaire et bien sûr les autres paramètres, étant donné qu'on a dit que ça générait des agressions cérébrales et ces agressions cérébrales d'origine systémique entraînaient une aggravation. Dans le bilan radiologique, il n'y a vraiment aucun intérêt à réaliser une radio du crâne, donc il faut vraiment réaliser le scanner cérébral en urgence pour éliminer une indication opératoire en urgence. Il faut savoir si on retarde l'indication opératoire, et bien là aussi le pronostic du patient il est sombre. Les indications du scanner elles sont larges. On va dire mécanisme violent, amnésie, céphalée, vomissement, score de Glasgow inférieur à 15, déficit, tout ceci, dans tous ces cas-là, il faudra réaliser une TDM cérébrale. Il ne faut pas attendre de réaliser une TDM cérébrale chez un patient qui est mal scoré parce que là, déjà, les patients qui ont un score de Glasgow qui est bas, ils sont déjà graves et leur pronostic vital est déjà engagé. À cela, il faut rajouter un scanner toujours du corps entier étant donné que le traumatisme crânien est souvent associé à d'autres traumatismes. Et bien sûr, toute modification neurologique égale, on doit faire le scanner. Voyez bien que la surveillance, elle est toutes les heures, voire toutes les 30 minutes. La surveillance neurologique, elle est très importante. Score de Glasgow et tous les autres paramètres que nous avons vus. La surveillance de l'hypertension intracrânienne aussi, elle doit être clinique, scanographique et on peut s'aider d'un monitorage de la pression intracrânienne. La sémiologie de différentes lésions, alors nous allons commencer par les lésions les principales. L'hématome extradural, qui est souvent dû à un choc direct et qui peut entraîner une section de l'artère méningée moyenne. C'est une hémorragie veineuse, c'est une hémorragie osseuse et regardez bien ce que ça donne. C'est une lentille biconvexe et donc c'est un hématome qui n'est pas directement, c'est-à-dire qui n'est pas directement en contact du cerveau puisqu'il est situé entre la dure mère et l'arachnoïde. Donc, il est bien enveloppé, mais si on le laisse, il va entraîner un engagement, soit un engagement sous-tentoriel ou bien un autre. Et regardez, il peut, si l'hématome persiste, cet hémisphère-là va aller dans cette partie-là et donc il change de place. S'il change de place, c'est anormal. C'est anormal, c'est une ischémie cérébrale. Alors, c'est vraiment le type de patient qui va vous parler au départ. Donc, c'est la notion d'intervalle libre. Il vous parle pendant, ça peut aller jusqu'à 2 jours. Il vous parle le plus normalement possible. Il est conscient. Vous n'avez pas analysé le mécanisme. Vous n'avez pas fait de scanner cérébral. Et voilà, le patient est mis sortant et 2 jours plus tard, on vous le ramène et c'est souvent le cas. Il est en mydriase bilatérale active, on ne peut rien faire pour lui et il décède. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que l'intervalle libre, c'est juste l'intervalle qui va séparer le patient du début du saignement du vaisseau jusqu'à l'aggravation neurologique. Et
même quand il est conscient, au contraire, si au moment où il est conscient, il faut le réaliser. Et s'il y a une indication opératoire, il faut la réaliser rapidement parce qu'on n'attend pas qu'il soit comateux, mal scoré pour intervenir. Ça n'a aucun sens. C'est le décès du patient à tous les coups. Et c'est ainsi que la médecine d'aujourd'hui, elle est vraiment basée sur le mot anticipé. Dans un certain, donc il est conscient et il devient comateux, ou bien dans un certain nombre de cas, il est d'emblée comateux. On peut avoir une mydriase, comme je vous ai dit, unilatérale, une hémiplégie contralatérale et des troubles neurovégétatifs, un réflexe de Cushing qui peut apparaître après le traumatisme ou bien secondairement. Donc, il faut vraiment demander le scanner cérébral pour éliminer un hématome extradural, comme je vous ai dit tout à l'heure, mécanisme violent, amnésie post-traumatique, céphalée, vomissement. Je répète pour vous montrer à quel point il est important de faire votre examen clinique, mais d'un autre côté, de connaître la sémiologie de chaque type d'hématome afin d'anticiper et de ne pas attendre que le patient soit en état très critique pour le prendre en charge. Voilà un hématome extradural, c'est une lentille biconvexe qu'on est en train de voir ici. Un autre hématome extradural. Et bien sûr, quand on voit ces images-là, on s'intéresse toujours à la ligne médiane et on voit si la ligne médiane elle est vraiment en place ou bien si il y a un engagement. Voilà, dès qu'on ouvre, on trouve notre hématome extradural. L'hématome sous-dural, hein, il peut aussi se manifester secondairement et il va y avoir l'existence d'un intervalle libre qui peut être variable de quelques minutes à quelques heures ou bien jusqu'à deux jours. Et c'est la même chose, hein. On peut avoir un patient qui est conscient et qui va être comateux par la suite. Donc, d'où l'intérêt vraiment de mettre en observation tous les malades victimes d'un traumatisme crânien. Et en finalité, nous, on observons tous les jours des patients qui arrivent conscients, qui sont mis sortants et qui s'aggravent secondairement. Alors lui, ce qui le caractérise, c'est qu'il est directement en contact avec le cerveau. C'est l'image d'un croissant, hein, comme un croissant, comme une lune, hein, qui met l'air. Hein. Et donc, regardez bien, là, est en train d'entraîner un engagement et la ligne médiane, elle n'est pas en place, hein, y compris complètement le ventricule homolatéral. Hein, et là, c'est vraiment une extrême urgence. Et au départ, quand il est tout petit, le patient peut être conscient, mais si on ne le repère pas, ce type d'hématome, le plus rapidement possible, si on attend que le cerveau, l'hémisphère soit ici, hein, donc il n'y a pas d'intérêt, hein, le patient, il va décéder, quoi. L'hématome intracérébral, c'est en général le mécanisme, au départ, c'est un petit vaisseau et rapidement, on a une contusion, voire même une collection hémorragique qui va être de plus en plus importante. Le traumatisé peut être sans coma et puis s'aggraver secondairement, ou bien il peut être d'emblée comateux et quel que soit on doit réaliser un scanner cérébral pour éliminer. Et donc, comme je l'ai assez bien répété, il n'y a aucun intérêt à réaliser une radio du crâne. Ce qui nous intéresse, c'est le parenchyme. Ce qui nous intéresse dans notre examen clinique, c'est vraiment le parenchyme cérébral. Et donc, la clinique, elle est souvent en retard par rapport, c'est-à-dire que ici, peut-être que, probablement ici qu'on aura une anisocorie, mais au départ, on n'en avait pas. Et donc, tout l'intérêt de savoir ce qu'on a pour, comme je vous ai dit, anticiper. Là, un hématome crânien qui est important. Au départ, si on avait réalisé les images antérieurement, nous allons voir que le saignement est tout petit, donc l'intérêt de la surveillance est clinique, mais aussi radiologique. L'embarrure, qui est un enfoncement ou fracture de la voûte du crâne, elle peut être ouverte ou fermée. Pareil, le patient peut être conscient ou bien il peut être comateux. Alors, vous voyez bien que le scanner, c'est à tous les coups. Hein. Voici une embarrure qu'on voit bien ici. Hein. Ici, on voit une embarrure associée à un hématome extradural. L'embarrure associée à un hématome extradural. On peut aussi avoir des plaies crânio-cérébrales, arme à feu ou bien contact direct d'un
je ne sais pas, d'une part, ou qui vont entraîner non seulement une plaie cutanée, une fracture, une embarrure et bien sûr des lésions cérébrales carrément. Le patient peut être conscient, mais en général, ils sont comateux, hein. Il y a à l'examen clinique, on va trouver de la matière cérébrale qui va sortir par la fracture. Voilà, regardez, une PCC, une plaie crânio-cérébrale avec effraction de la matière cérébrale à l'extérieur. On peut aussi avoir un patient qui va être comateux d'emblée, euh, qu'il n'y a pas peut-être une plaie, etc. Et quand on va faire le scanner, on ne va pas trouver grand-chose comme lésion, mais comme c'est le score le coma, c'est toujours l'examen clinique, quel que soit l'appareil que vous êtes en train de prendre en charge, la détresse, c'est-à-dire s'il y a un coma, même si mon scanner est normal, je dis qu'il y a des lésions axonales. Ça, c'est un message important. Je ne dis pas qu'il n'y a rien. Le scanner, il a ses limites, hein. Donc, dans le cas de lésions axonales, il peut ne pas être spécifique, surtout si c'est un scanner qui n'a pas une bonne résolution, hein. Un scanner avec une bonne résolution est capable de nous montrer des lésions axonales. Sinon, dans ces cas-là, on peut réaliser une IRM, mais c'est vraiment rare, hein. Donc, un patient comateux, scanner normal, ne veut pas dire qu'il n'y a rien, veut dire qu'on a des lésions axonales et il faudra le prendre en charge. Pareil, quel que soit l'appareil, si on a euh, des signes en faveur d'une pathologie, si on fait l'examen paraclinique, s'il est normal, on prend toujours en compte la clinique par rapport aux examens complémentaires. Et bien sûr, macroscopiquement, on peut avoir une contusion cérébrale, comme je vous ai dit, un hématome, et on peut aussi avoir à distinguer un œdème, et nous allons voir les images radiologiques d'un œdème cérébral. Donc tous ces patients-là peuvent être soit comateux, soit ils vont être conscients et dégrader leur score neurologique. Et à chaque fois qu'il y a des mouvements anormaux, décérébration, décortication, ça signe vraiment une hypertension intracrânienne. Si maintenant nous allons dire quelques mots sur la sémiologie de l'imagerie du traumatisé crânien, comme je vous ai dit tout à l'heure, le scanner cérébral, il est vraiment réalisé, il a des indications très larges, mécanisme violent, Glasgow inférieur à 15, plusieurs épisodes de vomissement, les signes en faveur d'une fracture, crise convulsive, signes de localisation, céphalée persistante, autant d'indications pour la réalisation large du scanner cérébral. Que le scanner cérébral est l'examen de choix à réaliser en première intention après un traumatisme crânien et dès l'admission, il n'y a aucun papier, aucun article qui va vous dire qu'il faut le retarder d'une heure. Non, quelle que soit la pathologie cérébrale, on doit toujours réaliser un scanner cérébral dans l'heure qui suit le traumatisme pour éliminer une urgence neurochirurgicale. Et même si le scanner initial peut être normal, afin même s'il est normal au départ, hein, et si on le réalise pour éliminer une urgence neurochirurgicale, un scanner cérébral doit être réalisé systématiquement à la 24e heure pour faire le bilan complet de toutes les lésions. Parce que l'hémagogue, comme un petit vaisseau, peut saigner au départ et pas être visible, mais après 24 heures, on aura un hématome et donc il y a un intérêt à le refaire. Mais aussi, il faudra vraiment refaire le scanner cérébral devant toute modification neurologique. L'intérêt de la surveillance est toute modification neurologique égale un scanner cérébral. Regardez bien l'évolution d'une contusion hémorragique. Regardez à H2, on avait un petit hématome. Et regardez à H16, l'hématome, le saignement s'est aggravé, mais pas que le saignement. Il y a eu, comme dans tous les cas, un œdème qui va se former autour de la lésion. Cet œdème qui va être un œdème
cérébrale vasogénique et cytotoxique. Et c'est pareil pour les AVC, pour les tumeurs cérébrales, il y a toujours la lésion qui est au départ petite, le saignement augmente, elle devient plus grande, mais à cela se surajoute l'œdème périlésionnel. Rappelez-vous de ma première diapo où je vous avais montré que l'œdème périlésionnel entraîne une aggravation. Et là, le patient, il est en hypertension intracrânienne. Regardez à H2 comment il était, regardez à H16 comment il devient, et donc d'où l'intérêt de faire et de refaire le scanner, à ne pas hésiter. Alors, une des sources des grandes causes d'aggravation, c'est l'œdème vasogénique qui est dû à une atteinte de la barrière hémato-encéphalique, qui est un œdème interstitiel, qui est un œdème qui va intéresser la substance blanche. Et regardez comment il se manifeste au scanner. C'est comme si on avait un aspect en doigt de gant. Hein. Et il ne dessine pas un territoire artériel. Par opposition, l'œdème cytotoxique, qu'on ne rencontre pas seulement chez le traumatisé crânien, mais aussi quand il y a une hypoglycémie, quand il y a une hypoxie, une hypotension qui va durer, et bien regardez, il intéresse la substance grise, qu'il n'y a pas de différence, qu'il efface carrément cette différence entre substance blanche et substance grise, quand on ne voit plus rien. Et donc, c'est un œdème cytotoxique qui est plutôt un œdème intracellulaire, intracérébral. Et donc, au départ, c'est l'œdème vasogénique qui va apparaître et par la suite, on a l'apparition d'un œdème cytotoxique. Mais tout ça a lieu dans les heures, dans les minutes pour l'œdème vasogénique qui suivent le traumatisme et dans les heures pour l'œdème cytotoxique. Il faut savoir que un coma avec une TDM anormale, c'est-à-dire que quand vous voyez un sujet qui comate d'emblée et quand vous faites un scanner, il y a un hématome, et bien ce patient-là, il est en hypertension intracrânienne dans 53 à 63%, donc il faut vraiment le prendre en charge correctement, que si la TDM, elle est normale, que l'hypertension quand même, elle existe dans 13% des cas, et que si le patient présente des trois facteurs suivants qui sont l'âge supérieur à 40 ans, le déficit moteur unilatéral ou bilatéral, une pression artérielle qui est inférieure à 90, ça veut dire que l'hypertension, elle est présente dans 60% des cas. Rappelez-vous, je vous ai dit que l'hypertension intracrânienne, qui est la cause qu'on craint chez le traumatisé crânien, elle peut être diagnostiquée grâce à une sémiologie clinique, mais grâce aussi à une sémiologie radiologique. Et dans les cas extrêmes où on voit que le patient il a une lésion, comme ici, hein, une lésion intracrânienne associée à une déviation de la ligne médiane qui était normalement ici, donc elle a changé, elle a changé avec une différence de 5 mm, et bien ces patients-là, ces cas-là, ils sont en hypertension intracrânienne dans 90% des cas. Et un scanner normal, comme vous l'avez bien vu, n'élimine pas à 100% une hypertension intracrânienne. Donc, ça, je vous montre les indications neurochirurgicales, mais c'est juste à titre, c'est pas l'objectif du cours, mais l'objectif étant donné, si on fait une sémiologie traumatisée crânien en général, après de l'hypertension clinique et radiologique, c'est pour pouvoir éliminer les indications opératoires et que les indications, plus tôt elles sont posées et mieux le pronostic est bon, et plus tard elles sont posées et plus le pronostic il est sombre. Donc la conduite à tenir, c'est pas du tout l'objectif de ce topo, juste pour vous dire que le traumatisé crânien, quand il arrive, c'est un polytraumatisé, hein. Donc il rentre, donc on est toujours à la recherche des autres détresses, hein, qui sont la détresse respiratoire et la détresse circulatoire. Donc on doit vraiment contrôler ces deux détresses-là. On doit réaliser un bilan radiologique initial. C'est pas l'objectif du topo, c'est plus juste pour être dans un cours qui est complet. Et bien sûr, dès qu'on a traité les lésions qui sont extra-crâniennes, on doit vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas la survenue des agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Donc il faut que la tête soit bien positionnée, il faut qu'il y ait une optimisation respiratoire,
hémodynamique, on doit corriger l'anémie, on doit corriger les troubles métaboliques type hyperglycémie, on doit lutter contre l'hyperthermie et bien sûr, s'il y a une nécessité à sédater les patients, ils vont être sédatés. La position de la tête rigoureuse à 30 degrés, sans flexion, sans hyperflexion ou hyperextension, est très importante puisqu'elle va nous permettre d'améliorer le retour veineux. Tout à l'heure, je parle de l'hypertension et de l'engagement. Et bien sûr, quand un seul mot, je voulais juste vous montrer que quand le patient il a des signes en faveur d'un engagement cérébral, et à ce moment-là, il faudra vraiment réaliser une osmothérapie. L'osmothérapie qui est une thérapeutique qu'on fait une fois, maximum 2 fois, pas plus de 2 fois, hein, quand vous allez arriver en clinique. Et là, je vous donne les détails de cette osmothérapie qui n'est pas l'objectif du topo, mais juste pour vous dire que pourquoi est-ce qu'on recherche les signes d'engagement, c'est pour faire l'osmothérapie. Donc, mes messages, il faut vraiment, chez un traumatisé, analyser le mécanisme, l'hypertension intracrânienne et la complication qui met en jeu le pronostic vital du patient traumatisé crânien. Il faut qu'il y ait une attention particulière à un examen clinique complet des traumatisés crâniens mineurs qu'on doit hospitaliser pendant 48 heures. Il faut vraiment faire un interrogatoire à la recherche des circonstances du traumatisme, de la notion d'amnésie post-traumatique, des antécédents, notamment la prise en charge d'anticoagulants. Il faut faire un examen neurologique complet, score de Glasgow, examen des pupilles, surtout à la recherche d'une anisocorie qui signe un engagement, hypertension intracrânienne, donc arrêt du cerveau. Donc on doit réaliser une osmothérapie. Il faut vraiment examiner le patient afin de prévenir la survenue des agressions cérébrales secondaires d'origine systémique, comme je vous l'ai clairement expliqué, qui peut être juste une hypotension. Donc, il faut éviter la survenue de l'hypotension. Donc, il faut prendre la pression artérielle. Il faut veiller à ce qu'elle soit supérieure à 11. Le traumatisé crânien entre dans le cadre d'un polytrauma. Donc, on ne doit pas se contenter d'un examen neurologique, mais d'un examen de tous les appareils, et surtout à la recherche des lésions hémorragiques, une plaie vasculaire, une fracture, l'hémorragie qui peut être extériorisée ou non, que les indications du scanner cérébral, qu'elles sont larges et bien codifiées, qu'elles nous permettent dans un bon nombre de cas de connaître, de voir aussi les lésions qui peuvent exister. La surveillance neurologique est très capitale, c'est vraiment un des objectifs de ce topo, et les indications neurochirurgicales sont bien codifiées. Le traumatisé crânien est la première cause de mortalité du sujet jeune. En effet, les lésions primaires directement liées au traumatisme sont fréquemment aggravées par des lésions secondaires, d'où l'importance de l'examen clinique afin d'anticiper sur ces lésions et de les prendre en charge correctement au bon moment. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via mon compte mail gsomia@hotmail.com. À bientôt.